C'est à quelle époque est-ce que vous êtes arrivé en Nouvelle-Calédonie pour la première fois? Je ne suis arrivé en Calédonie pour la première fois, la seule fois d'ailleurs laquelle j'y suis allé, en 1985. J'y suis allé pour une raison très précise, ni pour faire du tourisme, ni pour faire du bronzage. J'y suis allé pour créer un quotidien pour ce territoire, pour cet ensemble, cet archipel d'îles. Un quotidien d'information qui rende compte de la vie de ce territoire. Et qu'est-ce que vous saviez déjà de la Nouvelle-Calédonie avant d'y aller? À l'époque de Nainville-les-Roches, je ne savais rien, ou quasiment rien. Sinon que la Nouvelle-Calédonie était un pays très lointain, situé aux antipodes, avec toute la saga du bagne, et une population indigène, les Kanaks, mystérieuses, comme toutes ces populations d'Océanie. J'ai découvert, comme la majorité des Français, l'existence de la Nouvelle-Calédonie, son existence culturelle, politique, les problèmes qui s'y posaient, à l'occasion des événements, ce qu'on appelle sur le territoire les événements en 84-85, c'est-à-dire à l'occasion de la révolte des Mélanésiens, de la révolte kanak, Machoro, la grande période des urnes brisées, des boycotts, des barrages sur les routes, de la violence, des morts, etc., etc. C'est à partir de cette période-là que je me suis interrogé, c'est-à-dire que j'ai été interpellé par cette situation. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a donc là-bas? On est à la fin du XXe siècle, des Noirs qui se révoltent contre des Blancs, contre le drapeau français. La colonisation continue-t-elle donc? Qu'est-ce qui se passe? Ça m'a intéressé, j'ai commencé à lire les quelques ouvrages qui existaient sur ce pays, je me suis renseigné et j'ai décidé d'aller là-bas pour voir les choses de plus près et pour m'intéresser à ce phénomène. Alors, oui. Dans le cadre de mon travail, puisque j'étais journaliste, donc on m'a proposé de faire un quotidien là-bas. J'ai immédiatement accepté, j'ai donc pris le premier avion et je me suis retrouvé à Nouméa avec la chance et le risque en même temps de monter un journal de A jusqu'à Z et de le faire vivre. Alors, qu'est-ce qui vous a proposé de partir là-bas? Parce qu'en fin 84, donc le 1er décembre 84, Edgar Pisani arrive en Nouvelle-Calédonie. Il arrivait en urgence. La situation était, on peut dire, presque insurrectionnelle. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Et c'est à cette époque-là qu'on vous a demandé de partir? Non, un peu plus tard. Un peu plus tard, c'est au retour d'Edgar Pisani de Nouvelle-Calédonie. C'était une idée d'Edgar Pisani, sur le fond. C'est-à-dire que ce territoire vivait une situation un peu paradoxale, atypique par rapport à la situation française. Il y avait là-bas un seul quotidien, qui s'appelle Les Nouvelles Calédoniennes, qui était en situation de monopole depuis une bonne dizaine d'années, et dont la fonction était très clairement de reproduire l'idéologie, les pratiques, les bons sentiments de l'oligarchie dominante, l'oligarchie caldoche, comme ça qu'on l'appelle, sur place, en occultant totalement l'autre réalité forte de ce pays, à savoir la communauté kanak, la communauté indigène, qui historiquement était dans ce pays depuis des millénaires. Donc l'idée de départ a été de faire un journal qui rende compte de la multiplicité, de la variété des réalités multiculturelles, multiraciales, multihistoriques de cet archipel. C'est-à-dire de faire un journal qui ne rende pas compte seulement de la vie des Blancs et de la ville blanche Nouméa, mais un journal qui rende compte, bien sûr, des Blancs, des Caldoches, des métropolitains, fonctionnaires, etc., mais aussi des autres populations, en particulier de la population kanak, mais aussi des populations wallisiennes, des populations asiatiques, et de tous les croisements de populations que ce territoire a connus depuis plus d'un siècle. Alors ça s'est passé comment? Vous avez soumis un projet de quotidien avant de partir, ou bien vous êtes
c'est sur place que vous avez pu déterminer quel allait être le but, les objectifs de ce quotidien? Non, l'objectif, ça s'est passé tout simplement, on m'a laissé carte blanche sur cet objectif-là. Faire un quotidien non partisan, pluraliste, qui rendait compte du point de vue de l'information, de ce qui se passait dans ce pays. De ce qui... ne pas parler seulement de Nouméa, mais parler aussi des îles Loyauté, de Lifou, d'Ouvéa, de Marais, de parler de la région nord, de Yengen, de Poniriouin, de Pointe-d'Imier, de Koumak, etc., etc. Parler aussi, évidemment, des activités économiques, et replacer la Nouvelle-Calédonie dans son ensemble océanique, pacifique, et non pas seulement comme un petit bout de confetti du territoire français, de l'Europe, alors qu'elle est située à 22 000 km. Donc j'avais carte blanche pour faire un journal d'information, comme on en connaît de multiples en France, qui rendent compte de la vie, depuis les programmes de cinéma jusqu'aux permanences de pharmacie le dimanche, en passant par les matchs de football sur les terrains des communes, et puis les problèmes politiques, les problèmes d'aménagement du territoire, les débats à l'Assemblée territoriale, la vie des partis politiques locaux, les relations bien sûr avec la métropole, la vie économique, le nickel, etc., etc. Un journal d'information qui rende compte de la vie du territoire dans son ensemble. C'est-à-dire où la population kanak, la culture kanak, ne soit pas occultée, existe. Pour prendre un exemple, les Nouvelles Calédoniennes, le journal qui existait là-bas, ne publiait des photos de kanak en première page que menottes au point. C'est-à-dire quand on en avait commencé un ou deux dans un fait divers quelconque, délinquance, petite délinquance, vol de bagnole ou bêtises de ce genre-là. Bon, là, on publiait des Kanaks en photo, menottes au point. Moi, j'ai trouvé qu'on pouvait publier des photos de Kanaks en train de monter une petite entreprise, de faire un projet de développement dans un village, de monter une bibliothèque, d'avoir une activité de recherche, ou bien un jeune Kanak qui a fait des performances sportives, enfin je ne sais pas quoi, ou qui se met à chanter avec sa guitare, etc. Bon, montrer l'autre réalité, de la même façon qu'on le fait pour les Blancs. C'est-à-dire que c'était des hommes à part entière qui avaient leur vie, leurs coutumes. Au lieu de ne fêter que dans le journal, de ne rendre compte que des cérémonies blanches de notre civilisation, de notre culture, héritée de la colonie, rendre compte également des cérémonies coutumières, des fêtes des ignames, de choses de ce genre-là qui se passaient dans la communauté kanak, parce que ça faisait partie de ce pays. Mais faire ce genre de travail en Nouvelle-Calédonie à cette époque-là, c'est-à-dire 85-86, c'était particulièrement subversif. C'est-à-dire c'était redonner une existence à une communauté qu'on voulait absolument rayer de la carte, dont on souhaitait qu'une chose, c'est qu'elle reste dans ses réserves et qu'elle se fasse oublier. N'existait que le périmètre de la ville blanche, le périmètre de la ville, activité normale d'une petite ville, d'une petite sous-préfecture, comme il y a en France, avec une vie un peu paradisiaque, bateau, bonne chère et belle fille à voir. C'était ça, Nouméa. Surtout pas les problèmes coutumiers, les tribus, les problèmes d'enseignement, les problèmes de santé qu'on rencontrait dans la brousse, c'est-à-dire dans l'immense majorité de ce territoire, où vivent les Kanaks. Et rendre compte également, parce que c'est important en Nouvelle-Calédonie, il y a les Blancs, il y a les Noirs, mais il y a aussi les Wallisiens, les Futuniens, les Indonésiens, les Vietnamiens, les Chinois, rendre compte aussi, les Tahitiens, rendre compte de toutes ces communautés, avec leur propre culture, avec leurs propres difficultés, leur donner la parole. C'est-à-dire que ce journal soit le miroir de la société, contrastée, compliquée, conflictuelle d'ailleurs, mais le fait de pouvoir en parler et de pouvoir se parler à l'intérieur de ce journal devait être une amorce de dialogue, même si c'était des polémiques. Moi, je publiais en Tribune Libre des choses du RPCR comme du FNLKS. Je rendais compte de tout. J'essayais de rendre compte le mieux possible et le plus honnêtement possible de tout. Il m'a été fait reproche, et la guerre a été immédiatement déclarée contre moi et contre ce journal, parce que, justement, je parlais d'une réalité dont on ne voulait pas entendre parler, dont l'idéologie dominante niait l'existence. Ça a été la source des problèmes, c'est-à-dire de faire un travail normal, entre guillemets, qui en France ne pose aucun problème, qui est
le travail de tout journaliste, la déontologie minimum, l'évidence de ce métier, le choix qu'on en fait, c'est-à-dire de donner des informations sur ce qui se passe, sur les réalités, quelles qu'elles soient. Là-bas pose problème. Il y avait des choses tabous. Mais le tabou, qui est plutôt un langage indigène, là, de ce point de vue-là, était agité par la communauté caldoche et la communauté métropolitaine. Alors vous arrivez à quelle date? J'arrive en 85. Vous vous souvenez de la date à peu près? C'était en été, l'été 85 était en France, donc hiver là-bas, parce que tout change dans ces pays-là. Tout change du point de vue des références culturelles, même du point de vue des références climatiques. Alors, c'est-à-dire, c'était à peu près donc au mois de... Au mois d'août, septembre, par là. Vous démarrez tout de suite le journal ou Non, je n'avais rien pour démarrer. Je n'avais rien. Il fallait tout monter. Je n'avais pas d'équipe, je n'avais pas de locaux, je n'avais pas de machine, je n'avais pas de rotative, je n'avais pas de système de diffusion, je n'avais pas de papier, je n'avais rien. Je n'avais rien. Sinon, le peu d'argent que quelques entrepreneurs privés, ils se comptaient sur les doigts d'une main, et encore pas tous les doigts, quelques entrepreneurs privés blancs, d'ailleurs, d'origine métropolitaine, voire pour un d'entre eux d'origine, ayant fait son trou dans le Pacifique, de l'argent que ces gens-là avaient décidé d'investir dans ce journal, dans ce but-là, avoir un journal de paix civile, un journal de dialogue, un journal où on puisse se parler. Il y a un journal qui donne des informations, qui apprennent, c'est intéressant à lire un journal, c'est pour y apprendre quelque chose, pas pour répéter un discours idéologique partisan ou quoi que ce soit. Donc c'était un journal qui essayait de prendre les lecteurs pour des gens adultes, pour des gens qui ont envie de réfléchir, qui ont envie de connaître leur pays dans ses contradictions. Alors vous arrivez donc en août 85 avec un projet, une valise, et en même temps déjà quelques appuis quand même promis plus ou moins d'entrepreneurs. Oui, tout à fait. Et ça a été tout à fait respecté. Ça ne coûtait pas très cher. Alors quelle est votre analyse première quand vous débarquez justement à Nouméa? Comment vous trouvez cette société? Pire que celle à laquelle je m'attendais. J'avais lu, je m'étais renseigné, j'avais vu des gens, des confrères journalistes qui avaient fait des reportages sur la situation, qui m'avaient parlé. Donc je savais qu'il y avait un problème. Il y avait eu ces événements de 84, de 85. J'arrivais juste après, dans la vague qui suivait, qui était pourtant une période à peu près calme. Et j'ai découvert, comme ça, au feeling, une société coupée en deux, mais au couteau, à l'âge d'abordage, je dirais. Une situation coloniale caricaturale, comme on ne la trouve plus aujourd'hui que dans les livres d'histoire. Je ne doute pas qu'elle ait existé ailleurs, en Asie comme en Afrique, comme en Amérique latine. Là, c'était une espèce de survivance du passé qui me ressurgissait sous le nez. Je ne croyais pas que ça puisse encore exister. On a parfois employé le mot d'apartheid pour la Nouvelle-Calédonie. Il est faux dans la mesure où il n'y a pas d'apartheid institutionnalisé. On n'interdit pas à un Kanak de venir manger dans un restaurant où viennent les Blancs. Mais les gens ne se mélangeaient pas. On m'avait dit c'est une société métissée, etc., etc. C'est faux. Totalement faux. C'était une société complètement coupée en deux, avec deux mondes qui s'ignoraient, qui se haïssaient, de différences culturelles extrêmes, et qui étaient en bagarre pour la légitimité, qui aurait le pouvoir sur cet archipel, qui exercerait sa souveraineté. Et je me suis aperçu, au niveau de la vie quotidienne, comme au niveau institutionnel, au niveau des pratiques, comme au niveau des lois, que ce territoire ne fonctionnait qu'au profit exclusif d'une des communautés, la communauté blanche. Il faut bien appeler les choses par leur nom, je ne fais pas de racisme à rebours, mais c'est comme ça que ça se pose là-bas, aussi simplement que ça, hélas, aussi caricaturalement que ça. Donc cette société ne fonctionnait qu'au profit exclusif de cette société et au détriment historique de l'autre communauté, à savoir la communauté kanak, la communauté noire.
avec quelques miettes de ci, de là, bon, des choses évidemment, un certain nombre de petits avantages de sécurité sociale, d'assistanat médical gratuite que les Kanaks retiraient de la colonisation française, mais sur le fond, une dépossession de tous les leviers de pouvoir, de tous les leviers de décision, tant économiques que politiques que culturels, de la communauté kanak par la communauté blanche. Et alors ça pouvait se constater dans la vie quotidienne, cette situation que vous décrivez? Complètement, oui, complètement. C'est-à-dire que les décideurs étaient blancs, la ville était blanche, les commerces importants étaient blancs, les circuits de distribution étaient blancs, la production économique était blanche, la vie politique était blanche, le seul journal existant était blanc. L'information radio et télévision? Complètement. Même si à RFO il y avait au moins 2 journalistes kanaks, dont un présentait le journal télévisé, qui est ensuite venu travailler avec moi dans le journal que j'avais fondé, donc le journal de Nouvelle-Calédonie. Tout était, je ne sais pas comment vous dire, il faut prendre un exemple, on ne va pas sur les mêmes plages. Les Kanaks allaient à Nouméa, parce qu'il y a quand même pas mal de Kanaks à Nouméa, des jeunes qui viennent travailler, etc., puisque les tribus n'offrent pas d'activité économique importante, sinon de subsistance. Les Kanaks allaient sur leur plage, les Blancs allaient sur leur plage, et on ne se mélangeait pas. C'était pas interdit, mais on ne se mélangeait pas, c'était comme ça. C'est d'ailleurs toujours plus ou moins comme ça. Je n'y suis pas retourné, mais d'après ce que je peux savoir de mes amis qui en reviennent, des contacts que j'ai gardés, c'est toujours cette coupure culturelle profonde, fondamentale, héritée de l'histoire. C'est l'héritage d'une colonisation, c'est l'héritage de la dépossession par un peuple d'un autre peuple. Ce sont 2 cultures différentes qui ne s'excluent pas obligatoirement l'une l'autre. Il y a des choses qui nous rejoignent. Il y a de l'universel dans chaque culture. La culture kanak d'ailleurs n'est pas du tout une culture d'exclusion, et au contraire une culture d'intégration, de négociation permanente, de partage, d'échange. La coutume, c'est d'abord et avant tout l'échange. C'est l'accueil qui est très important dans cette culture-là. Mais tant que les uns ne reconnaîtront pas les autres, tant que les Blancs qui ont pris ce territoire, les Français pour tout dire, qui ont pris ce territoire, ne le rendront pas en bonne et due forme à ceux à qui il appartient, je crois que la réconciliation tant souhaitée ne viendra jamais. Là, on a atteint un niveau culturel. Le problème n'est pas seulement politique et économique. Il est politique, il est économique, il est social, il est tout ce qu'on veut, mais il est, pour moi, surtout culturel. C'est-à-dire que la France est devant une population, un peuple, qui ne s'est pas assimilé et qui ne veut pas être français, qui a ses racines culturelles très très fortes, qu'ils ont conservées, son mode de vie, son mode d'organisation sociale, et ils veulent être eux-mêmes, tout simplement. Ils ne refusent pas la France. Ils n'ont rien contre les Français, ils aiment plutôt bien les Français d'ailleurs. Ils lisent le français, ils parlent le français, ils aiment la culture française, ils veulent garder des relations avec la France, en bonne intelligence et en toute amitié, mais ils veulent être d'abord eux-mêmes. Et ils sont obligés de se battre contre ceux qui les empêchent d'être eux-mêmes. C'est-à-dire de vivre dans leur pays de la manière dont ils l'ont décidé, avec leur propre souveraineté, leur propre pouvoir. Et ça, c'est passé au fond de toute cette population. Toute la population réclame pas. C'est pas seulement un petit groupe d'avant-garde de partis politiques, le FNLKS, qui réclamerait ça, en avant-garde des masses, comme ça s'est souvent produit dans les pays colonisés, où on voyait une organisation politique qui exprimait le non-dit d'une population. Là, c'est toute une population qui réclame tout simplement le droit d'être elle-même. Et ça, c'est devenu un sentiment incontournable et rédhibitoire. Il n'est pas possible de faire l'impasse là-dessus. On peut tout tenter, on peut donner de l'argent, on peut soit de l'argent, soit des flics.
C'est-à-dire, soit on essaie d'acheter, soit on tape dessus. La carotte ou le bâton. On a tout tenté depuis des années, tout tenté. Des politiques de réconciliation avec des statuts qui n'en fait tous les 2 ans on change de statut, je ne sais plus au combienième on en est. On a fait patte de velours et puis ensuite on a montré les dents, on a envoyé de l'armée, énormément d'armée. Il y a eu une répression terrible à plusieurs moments de l'histoire. Ça ne change rien. Il reste cette espèce de noyau dur qui est l'identité d'un peuple, l'identité culturelle d'un peuple, sur laquelle on ne peut pas faire l'impasse. On ne peut pas faire l'impasse. Quand vous êtes arrivé à Nouméa, vous avez été en contact d'abord avec des Européens Bien ou sûr, avec hein. des Kanaks? Non, d'abord avec des Européens. Moi, je suis européen. On ne rentre pas dans le monde kanak comme ça. Il n'y a pas de difficulté pour leur dire, pour aller les voir, pour parler avec eux. Mais moi, je ne les connaissais pas. Eux ne me connaissaient pas. Bon, il a fallu prendre du temps entre nous. Alors justement, il y a cette méfiance du métropolitain qui arrive, aussi bien d'un côté que de l'autre. Est-ce que vous l'avez ressenti d'abord parmi les anciens européens installés? Ah oui, mais moi j'ai été très frappé. Quand je suis arrivé, bon, j'ai passé le temps de rattraper mon décalage horaire quelques jours à Nouméa, puis de prendre un peu mes marques, j'avais des contacts à entretenir, voir si l'entreprise pour laquelle j'étais parti là-bas était vraiment faisable sur place. Bon. Et quelques jours après, j'ai immédiatement pris une voiture et je suis monté dans le pays. J'ai été faire le tour de l'île. Faire le tour de l'île. C'est pas, il n'y a qu'une route de toute façon pour faire le tour. Autrement, il n'y a rien parce que les apports, les acquis de la colonisation là-bas, du point de vue du développement, sont proches de zéro. Donc je suis tout de suite allé voir ce pays profond. Moi, mon premier contact, je me souviens très bien à Nouméa, avec un garçon métropolitain qui était là depuis plusieurs années, que je connaissais par des relations professionnelles que je connaissais de réputation, comme ça, dont je savais qu'il était un garçon plutôt ouvert. La première chose que ce type m'a dit, quand je suis arrivé, ça m'a beaucoup marqué, il m'a dit « Méfie-toi des jeunes filles kanak, elles sentent mauvais au lit ». Voilà. J'avais là la première parole historique sur l'archipel. J'ai trouvé ça assez étonnant, je dois dire, assez étonnant. Bon, tout était de ce ton-là. C'est pas des grands discours philosophiques qu'il y a là-bas, c'est pas des grands débats politiques, ça se passe au niveau de l'injure et de l'invective. Des idées vraiment très, très ras de terre. Donc moi, j'ai préféré aller voir ce pays. Donc, à peine une semaine après mon arrivée, je suis allé passer plusieurs jours dans le pays. Je suis remonté jusqu'au nord, j'ai fait tout le tour par la côte est, je suis redescendu par la côte ouest. Ensuite, je suis allé sur les îles Loyauté. Je me suis arrêté, j'ai vu les gens, j'ai discuté, j'ai pris le temps. Je me suis présenté. Aux chefs coutumiers de ces tribus pour leur dire ce que je venais faire, pour leur raconter mon projet. Ils m'ont écouté, j'étais content de la démarche, c'était pas très habituel qu'un blanc vienne chez eux les voir pour leur dire voilà, je viens chez vous et je voudrais faire ça. Ils m'ont écouté, ils ne se sont pas prononcés, ils en ont vu d'autres, style missionnaire venu les aider. Et ça ils n'aiment pas trop non plus, et puis ils ont attendu de voir ce que tout ça donnerait. Bon, les relations ensuite se sont nouées, sont devenues beaucoup plus fortes entre eux et moi, tout simplement, pour eux c'était tout simple, pour la première fois de leur histoire, il y avait un organe de presse, c'est-à-dire un haut-parleur, un lieu miroir, un lieu d'image, où ils se retrouvaient, où on parlait d'eux, non pas pour les encenser particulièrement, non pas pour dire que c'est les meilleures personnes de la Terre, non pas pour reprendre leur orientation politique systématiquement, mais pour montrer ce qu'ils faisaient, ce qu'ils étaient, en les considérant comme des hommes comme les autres. Et ça les a beaucoup marqués. Alors là, c'est lorsque le journal a existé, a été distribué. Alors j'aimerais que vous reveniez justement sur la sortie de ce premier numéro. Alors comment vous êtes arrivé à ce premier numéro? À quelle date?
Peut-être que vous avez la collection, là, vous vous souvenez de la date du premier numéro. La date, c'était en janvier. Et est-ce que c'est une vraie aventure C'était en janvier. Est-ce que c'est une vraie aventure de faire démarrer un journal comme ça? Oh, c'est pas une aventure, c'est une galère. Ça a été absolument épouvantable. Oui, ça devait être en janvier 86. Donc courant janvier 86 que le premier numéro est paru. Donc j'ai eu plusieurs mois, il m'a fallu plusieurs mois pour préparer l'affaire, pour monter tout l'aspect technique, pour recruter une petite équipe de journalistes sur place, en m'efforçant d'avoir une rédaction qui soit à l'image du territoire, c'est-à-dire pluriethnique, ce qui n'était pas simple au départ. Bon, j'ai trouvé des jeunes dans ce territoire qui étaient intéressés par ça. Il y avait là une aventure humaine, collective à mener. Ça s'est, de ce point de vue-là, assez bien passé. C'était formidable, quoi. C'était une très belle aventure. Mais ça a été difficile parce que du point de vue technique, les choses n'étaient pas vraiment au point dans ce territoire. Et les obstacles matériels étaient nombreux, étaient extrêmement nombreux, ne serait-ce que la diffusion. Comment diffuser un journal quotidien tous les jours dans un pays qui ne dispose pas de réseau de distribution? Les NMPP qu'on connaît en France n'existent pas en Nouvelle-Calédonie. Donc, sur un territoire qui est quand même... ça fait à peu près plus de 400 km du nord au sud de la grande terre de la Nouvelle-Calédonie. Pour avoir une diffusion nationale, c'était pas simple. Il fallait donc passer par les facteurs, les boulangers, qui rentraient dans les tribus, les colporteurs, comme on dit là-bas. Et l'envoyer sur les îles par des avions, là, des avions réguliers de ligne, avec des gens qui venaient le chercher à l'aéroport et qui ensuite faisaient le tour des tribus en vélo. Enfin, voilà quoi, c'était du bric et du broc, des bouts de ficelle et compagnie. Mais c'était passionnant, c'était tout à fait passionnant, avec tous les aléas, des pistes effondrées par les inondations, de la machine, la rotative qu'on avait fait venir de Nouvelle-Zélande, qui était une vieille bécane épouvantable, qui marchait qu'une fois sur deux, le papier cassé, le manque d'encre, les difficultés d'approvisionnement. J'en passais des meilleurs, c'était parfois hallucinant. Je me souviens pour le premier numéro, le petit atelier de photocomposition dans lequel on composait le journal, le courant a sauté 14 fois. 14 fois. Et alors donc chaque fois, parce qu'il n'y avait pas de mémoire sur les machines, les textes se perdaient, il fallait recomposer tout ça. L'angoisse et tout. Bon, on y est arrivé. On y est arrivé parce que l'équipe était motivée, parce que les gens étaient responsabilisés. Ça a été d'ailleurs pour moi l'expérience de découvrir les Kanaks au travail. Je voudrais témoigner de ça. Quand je suis arrivé là-bas, ce qu'on m'a dit, on m'a dit deux choses sur les Kanaks du point de vue professionnel. Ceux qui étaient le plus caricaturalement racistes disaient ce sont des feignants. Bon, bien connu, le noir égale paresse. Ceux qui étaient un peu plus malins disaient non, c'est pas qu'ils sont feignants, mais ils ont une autre culture, un autre sens de la vie, ils prennent le temps, alors l'efficacité européenne, la productivité occidentale, etc., c'est pas leur problème, alors ils viennent pas, ils travaillent quand ils en ont envie, mais il faut respecter ça parce que c'est leur rythme de vie, c'est leur culture, au nom de la différence. Je dis bon, on va voir. Des jeunes Kanaks sont venus travailler dans le journal, je leur ai donné des choses à faire, pas de discussion avec eux, qui leur plaisaient, pour lesquelles ils étaient un peu formés selon leurs connaissances. Et je me suis aperçu que ces jeunes-là, ces jeunes Kanaks, étaient parfaitement responsables par rapport à leur travail, c'est-à-dire étaient là tôt le matin et partaient tard le soir, faisaient leur travail dans leur délai, avec un maximum de méticulosité et d'efficacité selon les normes occidentales. Un quotidien, il y a des normes, il y a des délais, c'est une machine, il faut tomber à l'heure, on faisait 24 pages tous les jours, ce qui n'était pas rien. Et c'était des travailleurs comme les autres, dans la mesure où ils étaient responsabilisés dans leur travail. C'était devenu leur affaire.
J'ai essayé d'employer cette méthode de construction de l'équipe pour les Kanaks, mais comme pour les jeunes Européens également, qui eux aussi étaient tout aussi efficaces et tout aussi responsables par rapport à leur travail. Donc de ce point de vue-là, les hommes sont les mêmes. Les hommes sont les mêmes. Les différences culturelles, elles jouent sur d'autres niveaux, dans la mesure où ce journal leur appartenait, avait un sens profond, dans l'histoire de ce pays. Ses collaborateurs étaient parfaitement efficaces au niveau maximum, en fonction de leur capacité propre. Bon, ils étaient jeunes, ils commençaient, etc. Ils ont d'ailleurs, pour la plupart, progressé à toute vitesse, dans l'écriture, dans la rapidité, dans la fiabilité des informations, dans les angles d'attaque, les idées, l'imagination, etc., etc. Vous avez fait en même temps de la formation alors de journaliste, puisqu'il n'y avait pas pratiquement de gens formés au journalisme écrit. On a inventé la formule du journal ensemble. Bon, j'étais allé avec quelques idées. Et puis voilà, on a... Alors dans le premier numéro, quelles étaient les rubriques? Est-ce que vous pouvez me dire un peu? C'était simple, ça c'était très... la différence était marquée dans l'apparence même du journal. D'abord dans la couleur. Les Nouvelles Calédoniennes, un journal qui existait depuis 10 ans et qui était un journal, je ne sais pas comment vous dire, minute au quotidien. Voyez, minute au quotidien, depuis 10 ans dans un pays, 12 ans, je ne sais plus combien exactement, tout seul, le seul journal qui donne de l'information, parce que les quotidiens français métropolitains n'arrivent que par avion, avec 3 jours de retard, et puis ils sont très chers, puis les gens ne les achètent pas parce qu'ils s'en foutent, etc. Donc un pays façonné tous les jours par un quotidien qui serait minute. Je laisse à chacun le soin d'apprécier. Bon, c'est un journal, y compris dans son graphisme, très agressif. La couleur choisie était le rouge et noir, très violent, très contrasté, etc. Bon, ça peut être un choix. Moi, j'avais choisi de mettre du bleu, plus doux. Si bien d'ailleurs que très rapidement, ce journal qui s'appelait le Journal de Nouvelle-Calédonie, c'est un titre qui a duré 2 jours. Le 3e jour, tout le monde l'appelait le Journal bleu. De toute façon, c'est les Kanaks d'ailleurs qui ont lancé ce titre-là. Pour eux, ça paraissait plus simple. Et puis Nouvelle-Calédonie, c'est pas un nom qu'ils aiment trop, parce que c'est un nom qui leur a été imposé. C'est un nom ça, c'est pas un nom de là-bas, eux c'est Kanaki. Donc ils l'appelaient le Journal bleu, très bien. Alors, ça c'était déjà une première différence de couleur, mais qui avait un sens. Ensuite, la différence fondamentale, c'est que j'avais organisé le journal en rubriques selon un découpage régional. C'est-à-dire qu'il y avait une partie du journal qui concernait Nouméa, la zone sud, la ville blanche, que je traitais évidemment, mais j'avais aussi, à part égale, des rubriques qui concernaient, à cette époque-là, il y avait 3 autres régions, la région des îles, Loyauté, la région du Nord et la région Centre, qui toutes les 3 étaient à écrasante majorité mélanésienne. Et je consacrais des pages d'information, d'actualité, à ces 3 régions-là, au même titre que les pages sur Nouméa. Le journal concurrent, les Nouvelles, ne consacrait de l'information qu'à Nouméa. Autre particularité, j'essayais de tenir un espace, une rubrique permanente, et là c'était pas facile vu l'isolement, sur le Pacifique, sur l'environnement pacifique, pour bien situer ce pays de Nouvelle-Calédonie dans sa vraie géographie. À savoir que ses proches voisins, c'est le Vanuatu, c'est l'Australie, c'est la Nouvelle-Zélande, c'est le Samoa, c'est à la limite le Japon, et pas la Belgique, l'Irlande ou l'Italie. Donc, mais c'est difficile tous les jours d'avoir des informations sur ces pays-là, c'est loin. Puis, en fait, évidemment, on avait peu de moyens, je ne pouvais pas me payer des correspondants en Australie, en Nouvelle-Zélande, etc. Donc je me débrouillais avec les consulats, avec là encore bout de ficelle sur l'information, avec ce qu'on pouvait glaner à droite et à gauche. Et pour le reste, c'était très classique. Je donnais aussi beaucoup d'informations sur le reste du monde, sur la France, sur la métropole, essayant d'ouvrir ce pays aux apports extérieurs, alors que ce pays a eu pour caractéristique d'être fermé sur lui-même, perdu dans son océan de corail pendant des siècles.
d'ouvrir. Bon, j'avais une rubrique sportive normale. J'essayais simplement dans la rubrique sportive de rendre compte des activités des clubs de sport, des Wallisiens, des Tahitiens, des Kanaks, et pas seulement des Blancs. Les résultats de cricket féminin des femmes Kanaks qui jouent au cricket, je les donnais. Et on les trouvait dans ce journal. Donc ça intéressait les Kanaks. On parlait même de leurs résultats d'équipes féminines de cricket. Formidable. Alors le premier numéro sort. Ça se passe comment au niveau des lecteurs? Alors vous avez, parce que vous parlez des lecteurs kanaks, mais vous deviez avoir aussi quelques lecteurs européens, wallisiens. Bien sûr. Ça représentait combien? Et de tirages et de lecteurs à peu près? Je n'ai pas de statistiques précises quant à la répartition ethnique, puis ça variait beaucoup. Le grand problème économique de ce journal était que les Kanaks achetaient ce journal, mais le collectivisaient. C'est-à-dire qu'une personne l'achetait pour la tribu et toute la tribu se le passait. Ce qui n'est pas de la plus grande rentabilité pour un journal pour sa vente au numéro. Bon, c'était comme ça. Non, les chiffres globaux, ce territoire à cette époque-là comptait 150 000 habitants. 150 000 habitants, ce qui est très faible. On oublie toujours ça, c'est que c'est un pays très peu peuplé. Vous vous rendez compte, 150 000 habitants, c'est un des problèmes politiques fondamentaux depuis 10 ans en France. Et quoi, 150 000 habitants, c'est une petite ville française, une petite ville moyenne, c'est rien du tout, normalement, rien du tout. 150 000 habitants, dont plus de la moitié vivent en tribu, dans les îles ou sur le reste de la Grande Terre, relativement isolés. Donc problème de diffusion, etc. Bon, le journal Les Nouvelles était un quotidien qui vendait régulièrement 10 à 12 000 exemplaires, ce qui est un très gros chiffre quand on le rapporte à la population, ce qui ferait pour un journal parisien une vente de plus d'1 million d'exemplaires quand on fait la proportion par rapport aux populations, au lectorat disponible. Et le journal Bleu, le journal de Nouvelle-Calédonie, nous étions arrivés à peu près à 6 000 exemplaires. Ce qui était évidemment insuffisant sur le plan économique, sur le plan de l'achat, pour faire vivre même une toute petite équipe, avec des salaires qui n'étaient pas très élevés, avec pas beaucoup de frais de fonctionnement, avec du papier pas cher, avec une vieille machine achetée à crédit, on a fait des énormes, bref, mais c'était insuffisant. C'était, du point de vue du lectorat, beaucoup, 6 000 contre 10 000, pour un début. Mais il fallait, même 10 000 c'est insuffisant pour faire vivre un journal, vous pensez ce que ça coûte. Donc comment compenser économiquement? La publicité. Or la publicité, quel est le pouvoir économique en Nouvelle-Calédonie? C'est la communauté. C'est les grands magasins, c'est les grands et les petits magasins, les quelques entreprises qu'il y a, les organismes de services tertiaires, etc. Et les nouvelles, le journal Les Nouvelles était un journal qui débordait de publicité. Normal, c'était le seul, il avait toute la publicité. Naïvement, mais les actionnaires de ce journal, les créateurs financiers, avaient cru pouvoir détourner une partie de ce marché publicitaire pour faire vivre ce journal. Je dis naïvement parce que c'était mal apprécié que l'argent n'est pas seulement une affaire de rentabilité et de calcul d'addition ou de soustraction, c'est aussi idéologique. Donc l'argent n'est pas venu spontanément, la publicité et sa rentabilité n'est pas venue spontanément dans ce journal bleu, dans la mesure où le pouvoir économique était tenu par un type de population dont l'idéologie s'opposait radicalement au fait qu'il y ait ce type de journal. Le premier numéro du journal de Nouvelle-Calédonie, le journal bleu, on avait fait le premier numéro de ce quotidien, la manchette sur l'île de Lifou, le problème des réfugiés. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un problème local très important. On avait en dernière page un grand portrait d'Antoine Comboiré, qui est un footballeur kanak qui jouait à cette époque-là en première division à Nantes. Une histoire de concurrence entre deux radios locales, Énergie et RRB, localement à Nouméa.
une image de la France où la neige tombait, c'était amusant parce qu'au mois de février en Calédonie c'est l'été, il fait 40 degrés et en France c'était la neige, donc j'avais trouvé amusant de passer cette photo-là. Et une information importante du Pacifique sur les Philippines, c'était tout simplement le départ de Marcos. Ensuite, là, il y avait une page qui expliquait ce que devait être le journal. J'avais fait un article sur le lecteur et roi pour expliquer en quoi la philosophie du journal. Là, c'était la page un peu événement territorial qui renvoyait à la manchette sur Lifour, avec interview du grand chef Boula qui disait aux réfugiés qui étaient partis de Lifour qu'ils pouvaient revenir, avec un commentaire qui montrait qu'il y avait là une volonté d'apaisement. Et ensuite, le journal était divisé en régions. Alors là, il y avait d'abord le journal de Nouméa qui concernait la ville de Nouméa, la capitale, alors avec des faits divers, avec des histoires sur les restaurants, avec le dernier chanteur qui passe, avec le match entre les deux radios privées, un portrait d'une des présentatrices de cette émission, etc. Les derniers films sortis sur Nouméa cette semaine, les travaux de route, vous voyez, le carnet du jour avec la police, les pompiers, les numéros de téléphone des cliniques. Bon, information locale. Ensuite, ce qui était nouveau, journal du centre. Le centre, c'était la région du centre, région Kanak. Où là, je donnais, comme pour Nouméa, les informations sur les différentes communes, Poya, Bouraï, Wailou, Poya, Thio, La Foix, à la fois des informations sociales, des faits divers, des informations économiques, etc. Ensuite, on passait au journal du Nord, la région du Nord, là sur d'autres communes, Touo, Vaud, Koumak, et le journal des îles Loyauté, là sur Marais, Lifou, Ouvéa, là c'était sur les écoles, là c'était sur le tourisme, là c'était sur le téléphone, là c'était sur l'eau, information locale. Ensuite on passait au Pacifique, à la région Pacifique, avec des nouvelles du Japon, de l'Australie, du Salomon, de Tahiti, de Kiribati, d'Australie, des Philippines. Le monde entier, bon là, Irak, l'Iran, l'URSS, continuer sur le monde entier. Ensuite la France, les informations venues de France. Et puis on arrivait dans les sports. Le portrait de Comboiré, le Kanak, le footballeur professionnel Kanak, qui avait réussi, que j'avais fait faire à Paris. Des nouvelles sportives locales, de la télévision locale, une page de télévision, une page de petites annonces locales, des dessins, comment on appelle ça là, d'horoscopes, les mots croisés, la météo, des informations pratiques, et une dernière page de dernières nouvelles faites au dernier moment, mélangées de tout ce qui pouvait se passer de ci, de là. Voilà. Et puis, ainsi de suite, ça c'est le numéro 2. On peut continuer à feuilleter, toujours dans le même esprit. Le journal de Nouméa, toujours le journal de Nouméa, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Le journal de la région du centre, pareil. Le journal de la région du nord. Le journal des îles Loyauté, le journal du Pacifique, etc. Donc c'était ça la conception de ce journal quotidien d'information, donnant le maximum d'informations. Là, vous voyez, dans le numéro 3, j'avais choisi en manchette l'information économique. Puis voilà quoi. Puis il y avait le congrès du FNLKS qui était traité. Voilà, toujours la même structure, le même état d'esprit. Journal d'information. Ce qui n'a pas plu. Et alors, est-ce qu'il y a des numéros, des titres qui ont particulièrement... Enfin, peut-être... Est-ce que vous avez quelques titres, justement, de la période 86 où les choses changent, en somme? Oui, ben ça, je vois celui-là, par exemple. Ça, c'est au changement de gouvernement en France. Ponce vient d'être nommé ministre des Dom-Tom. Premier dossier brûlant, c'est la Calédonie, évidemment. Je publie immédiatement une interview de Jean-Marie Tchibaou qui s'adresse à Bernard Ponce et qui lui dit gardez le cap. Donc c'est une interview où le président du FNL se déclare prêt à discuter avec le nouveau ministre des Dom-Tom tout en réaffirmant la perspective de l'indépendance.
et en faisant du maintien ou de la suppression de l'actuel statut, c'est-à-dire c'était le statut Pisani à cette époque, un test de la volonté de dialogue du nouveau gouvernement. Ensuite, je donne le conseil de Jean-Marie Tjibaou à Bernard Pons, soyez raisonnable. Un conseil que Bernard Pons n'a pas suivi, à l'évidence. Voilà, j'intervenais dans le débat politique de cette manière-là, en donnant la parole aux uns aux autres. Par ailleurs, j'ai donné aussi la parole à Bernard Pons, tout ça, je ne sais plus où. Mais... Est-ce que vous n'apparaissiez pas à ce moment-là alors comme un peu le porte-parole du FLNKS? Oh bah si, l'accusation a été donnée. Moi, j'ai été le porte-parole de tout, moi, de là-bas, dans les accusations du FNLKS, donc des Kanaks, donc des singes, comme on dit là-bas. J'ai été ensuite le porte-parole du gouvernement socialiste, ou le porte-parole des communistes, c'était selon. Bon, mais que voulez-vous? C'est comme ça. Bon, j'essayais de rendre compte tout simplement des choses et de leurs contradictions, de leurs difficultés, etc. Mais une volonté c'est de lui donner le maximum de... Voilà, c'était sur le vote des budgets. Oui, c'était très varié, puisque là, on faisait un titre sur les budgets des régions, puis en même temps, on parlait de... je sais pas quoi, là, de Taekwondo Odo. C'est un journal, tout simplement, qui ressemble à l'Est républicain, à Ouest-France, à Sud-Ouest ou à la Dépêche du Midi. Hein, un journal régional français. Journal régional d'information, quotidien d'information. Mais ça c'était subversif là-bas. Jacques Lafleur, les promesses seront tenues. Voilà. Voilà. Le tourisme, on en parlait déjà. Oui. J'ai essayé de faire des... Bernard Pons confirme pas de bouleversement. En fait, il a tout bouleversé après, mais bon, ça mangeait pas de pain à cette époque-là de dire ça. Là, c'était toute une polémique avec Kadhafi sur... Là, il y avait tout un problème sur les impôts locaux. Et alors là, en première page, donc la photo... La photo d'un Kanak qui venait d'enregistrer un disque. Bon, un jeune chanteur Kanak, sur le territoire, quand même, c'était un petit événement. Donc je l'ai mis en première page. Et ça, c'était très sérieux sur la situation économique, sur les problèmes d'égalité fiscale. Ça, c'est un aspect culturel, mais aussi de promotion. Ça, c'est les installations... Voilà. Je redécouvre avec vous là. Alors là, c'était toute une enquête qu'on avait fait sur un ensemble immobilier, hôtelier et touristique de alors, où est passé l'argent? Ça devait être subversif, ça. Ah, complètement, oui. Des centaines de millions avaient été investis dans ce complexe touristique, et ce complexe touristique n'a jamais vu le jour. Au jour d'aujourd'hui, d'ailleurs, 4 ans après, on en est toujours au même point. Voilà. Il y avait eu un message du pape à la Nouvelle-Calédonie, parce qu'il avait été question à un moment qu'il y vienne. En fait, il n'a envoyé qu'un message, et j'ai publié son message dans le journal. Un message à l'ensemble des communautés pour qu'ils vivent ensemble. C'est toute une polémique qu'il y avait eu entre le FNKS et Kadhafi. Là... Paris, capitale de la Calédonie. Oui, c'était à l'occasion des voyages de tous les leaders calédoniens, Kanak comme Keldosh, qui se rendaient sans arrêt à Paris pour négocier. On avait trouvé ce titre-là pour montrer que c'était en train de tout ça se décider en fait à Paris et non pas à Nouméa.
Air France et UTA, c'est important parce que UTA est la compagnie qui dessert la Nouvelle-Calédonie, donc ça intéressait les gens très directement. UTA, c'est la liaison avec la France. Donc c'est une information qu'on avait eue, qui s'est vérifiée juste d'ailleurs depuis, puisque UTA en fait est rentré dans le giron. On a fait toute une enquête sur la délinquance à Nouméa. Ah oui, alors ça, bon, là on est en pleine guerre. Les fonctionnaires qui avaient contribué, là on est donc au lendemain du changement de gouvernement. On est en avril 86. Ça fait à peine un mois que Chirac est Premier ministre. Et déjà, les deux députés du RPCR, Jacques Lafleur et Maurice Nénou, annoncent que pour les fonctionnaires qui se réclamaient un peu trop de la gauche à Nouméa, ça va chauffer. Les citations sont là. Alors moi, évidemment, je mets ça en manchette. Je suis bien obligé de rendre compte de déclarations de ce type-là. Et je fais un éditorial en première page là-dessus. Est-ce qu'il y a eu alors là vraiment des oppositions fermes, des réactions dans les nouvelles? Oui, je peux vous le dire maintenant. Les nouvelles, oui, les nouvelles, bien sûr. Bon, c'était des concurrents, donc ils ne voyaient pas ça d'un bon oeil, mais bon, avec eux, il n'y a pas eu de... Il y avait des polémiques dans nos colonnes respectives, mais ça, c'est le jeu normal des choses. Non, les annonceurs publicitaires, le magasin X de Nouméa, qui, parce qu'il trouvait ce journal pas mal, et puis qu'il avait des lecteurs, et puis bon, pourquoi pas faire un peu de publicité, surtout que c'était pas cher les tarifs de publicité, décidait de passer un encart publicitaire dans le journal. Il se faisait très mal voir de sa communauté. Très mal voir de sa communauté. De ceux qui tiennent les banques, de ceux qui tiennent les circuits commerciaux, de ceux qui font la pluie et le beau temps dans le candidaton de la ville, qui est une petite ville, hein, Nouméa c'est 60 000 habitants. Donc menace de boycott, menace d'incendie du magasin. C'est comme ça que les problèmes se sont toujours posés en Nouvelle-Calédonie. On ne rentre pas dans des grands discours. Si tu fais ça, ta voiture saute, ton magasin flambe, ta maison flambe. Donc menace. Il y a eu des courageux qui ont continué à faire un peu de publicité dans le journal. D'autant que la gauche était au pouvoir en France, encore au début 86. Et puis quand il y a eu le changement de gouvernement en mars 86, tout d'un coup, la pression s'est faite beaucoup plus forte sur nous, et la publicité, les annonceurs publicitaires ont complètement disparu. Moi, j'ai eu des contacts avec des annonceurs potentiels qui me disaient « on voudrait bien, mais on ne peut pas. On ne peut pas, parce que c'est notre avenir dans ce territoire qu'on met en péril si on vous donne l'impression de vous aider. » Donc, étranglement financier, aucun crédit bancaire. Je me souviens très bien de cette parole de banquier que je ne nommerai pas, le pauvre vieux pour sa carrière, je ne sais pas où il en est, qui m'a dit « vous savez, dans ce pays, monsieur Bessé, on se plie ou on fait la valise. » Voilà. Donc, lui, il se pliait, sinon il aurait été obligé de faire la valise. Et fini les beaux week-ends en bateau sur le lagon. Donc c'est devenu très difficile. C'est devenu d'autant plus difficile qu'il y avait une instruction publique donnée sur les ondes de la radio très claire par Jacques Lafleur, responsable du RPCR, de boycotter ce journal. Et Jacques Lafleur, c'est un peu le parrain de l'île. Le parrain avait parlé, on devait obéir. Alors c'est devenu très difficile de boucler les fins de mois. Dans le milieu de l'année 87, c'est devenu si difficile que ça qu'il a fallu arrêter. Il n'y avait plus moyen de payer les gens. On ne vivait que de nos ressources de vente au numéro qui étaient évidemment trop faibles. Même si on avait augmenté les ventes, même si on les avait doublées, ça n'aurait rien changé. Il fallait la manne publicitaire. Comme la manne publicitaire nous était interdite politiquement, il a fallu mettre la clé sous la porte. Alors ils avaient gagné. Vous avez vécu toute l'année 86 donc, avec le journal. Donc le journal a duré quand même plus d'1 an. Non, j'ai fait une erreur. C'est pas en 80, c'est pas en 87, c'est en mi-86 que la clé a été mise sous la... Non, il a duré à peine un an. Et alors en 86, donc vous avez vécu avec le journal en tant que, disons, responsable de presse
le changement de gouvernement. Ça s'est traduit comment sur le territoire? Est-ce qu'il y a eu vraiment une revanche, étant donné que le gouvernement de gauche était quand même assez mal perçu? Oui, ça c'est incontestable. C'est du jour au lendemain. Du jour au lendemain, la communauté régnante sur l'île a relevé la tête et s'est senti tout permis. Bernard Pons, qui avait été nommé par Chirac ministre des Dom-Tom, est immédiatement venu en Nouvelle-Calédonie. Quand il a débarqué de l'avion, il a eu cette phrase impérissable, qu'ont d'ailleurs tous les ministres de la République française qui viennent là-bas: « Ah, c'est formidable, ici, je me sens chez moi, c'est comme en France. » Et je me demande bien pourquoi tous ces ministres qui se payent le voyage aux antipodes font tous cette déclaration au sortir de l'avion, parce que vraiment, rien ne ressemble à la France. On est dans un décalage horaire complet, on est dans un autre climat, pas le moindre bout d'herbe est le même, les vents ne sont pas les mêmes, rien ne ressemble moins à la France que ce pays-là. Ce qui est évident, c'est l'autre bout du monde. Bon, alors, ça a été évidemment une revanche. Une revanche, alors on a envoyé, ça a été la militarisation complète du pays, on a envoyé les parachutistes patrouiller et bivouaquer autour des tribus pour bien leur montrer que l'ordre serait assuré d'une main ferme. On a démoli toutes les lois, toute la régionalisation, tout le pouvoir économique que les Kanaks commençaient à s'approprier grâce au plan Pisani-Fabius de cette époque-là. Même s'il était limité, c'était un pas en avant vers une maîtrise des problèmes. Ça a été un retour en arrière complet. Les Kanaks ont fait comme ils font traditionnellement dans ces cas-là. Ils ont encaissé, ils se sont repliés sur eux-mêmes, ils ont discuté, ils ont réfléchi, et ils se sont préparés à se révolter. Et ça n'a pas traîné, ça a été UVA, la prise d'otage de la Crotte, etc., etc. On est reparti dans un cycle d'affrontements violents, inévitables, parce qu'ils se sentaient mis en cause, ils se sentaient le peu de reconnaissance qu'ils avaient eu grâce au statut Fabius-Pisani, grâce surtout à l'attitude qu'avait eu Edgar Pisani en Nouvelle-Calédonie, leur reconnaissant pour la première fois, c'était la première fois qu'un homme politique français, responsable politique français, reconnaissait la souveraineté kanak historique, la légitimité kanak historique sur cette terre, et faisait une véritable ouverture vers eux, ouverture qu'ils avaient complètement saisie. Ils étaient prêts à rentrer dans un système de dialogue et de négociation. Bon, ce recul en arrière a produit la pire catastrophe, c'est-à-dire les morts qui ont suivi, comme d'habitude. Alors donc en 86, vous arrêtez le journal, vous rentrez en France, mais est-ce que cette expérience, vous la considérez comme un échec, ou un échec qui quand même vous a apporté Non, un échec, oui, sur le plan formel, c'est-à-dire que le journal que j'ai voulu faire vivre là-bas n'a pas vécu très longtemps, mais sur le plan personnel, absolument pas un échec. Au contraire, la découverte d'une autre partie du monde, d'une autre civilisation, d'une autre culture qui m'a beaucoup marqué et qui me plaît bien. Et puis sur le plan professionnel, une expérience assez formidable. Et sur le plan, je dirais, politique, pour employer ces mots-là, l'impression d'avoir un peu servi à quelque chose. Dans la reconnaissance de ce que j'ai fait là-bas, dans les témoignages que j'ai pu avoir des uns et des autres. Je suis assez satisfait de ce que j'ai fait là. En général, je ne suis pas trop, mais là, en l'occurrence, je crois que c'était pas mal. C'était pas mal. Bon, ça a échoué, mais pour des raisons qui vraiment contre lesquelles je pouvais rien. Je me suis heurté à un mur qui était simplement le mur de l'histoire de la situation dont ce pays héritait, qui était une situation coloniale, et c'est pas moi qui allais
mettre à bas ce mur non pas de Berlin, mais de Nouméa. Bon, j'étais bien incapable. J'ai fait ce que j'ai pu, ça n'a pas vraiment marché. Ça a marqué les consciences, ça a montré que ça a peut-être précédé un peu les accords de Matignon, l'esprit des accords de Matignon, la réconciliation, le dialogue, etc. etc. J'y crois pas vraiment à cette réconciliation, à ce dialogue, tant que la communauté blanche, pour encore une fois aller vite dans le langage, n'aura pas fait le pas suffisant vers la communauté noire, ce pas de reconnaissance. Reconnaître l'autre pour que l'autre puisse le reconnaître. Pour dialoguer, il faut être deux. Donc si on ne reconnaît pas son interlocuteur, il n'y a pas de dialogue. C'est pas possible. Il faut donc reconnaître une autre culture. Alors vous revenez en France avec ce bagage, en somme, sur la Nouvelle-Calédonie, le Pacifique et tout ça. Et alors là, vous continuez à suivre l'actualité là-bas. Bien sûr. Et avec d'autres yeux. Est-ce que vous avez l'impression que dans les médias français, vous êtes bien informé, ou est-ce que vous êtes obligé, vous, de rectifier au fur et à mesure ce que vous lisez ? Relativement, c'est-à-dire que les médias français sont dépendants des coups de projecteur de l'acuité de l'actualité, donc s'intéresse à la Nouvelle-Calédonie quand il se passe quelque chose. C'est difficile d'aller chercher en dessous les mouvements profonds, permanents qui peuvent agiter cette situation, donc il faut attendre des événements un peu spectaculaires. Les événements spectaculaires, c'est les manifestations, c'est les bagarres, c'est les barrages, c'est les morts, c'est des choses comme ça. Mais j'ai l'impression que les journalistes français, dans leur ensemble, ils y sont beaucoup allés. Les différentes télévisions, radios, organes de presse ont envoyé des envoyés spéciaux là-bas, et que les journalistes ont découvert réellement cette réalité, ont vu ce que c'était la Nouvelle-Calédonie, et ont grosso modo rapporté assez fidèlement ce qui s'y passait. C'est-à-dire que la presse française a eu une métropolitaine, a eu une influence de vérité assez considérable sur l'évolution de ce pays. C'est-à-dire que maintenant, en Nouvelle-Calédonie, les choses ne peuvent plus se passer de manière dissimulée. Les journalistes sont là pour témoigner, parce qu'ils ont vu ce que c'était cette situation coloniale. Même si ce ne sont pas des idéologues, les journalistes, etc., même si je pense que ils ont des opinions qui peuvent varier. Ils ont vu réellement qu'il y avait là deux communautés face à face, et que vraiment la balance de la justice et de l'égalité n'était pas égale. C'est le moins qu'on puisse dire. On peut dire effectivement que dans l'affaire d'Ouvéa, la presse a joué un grand rôle, parce que sans l'action des journalistes, on n'aurait quasiment rien su. On n'aurait quasiment rien su. Sans l'enquête indépendante qu'ont menée plusieurs journalistes, qui se sont complétés les uns les autres, sans la liberté de la presse métropolitaine, on n'aurait pas su ce qui s'est réellement passé à Ouvéa, comme on ne saurait pas ce qui se passe réellement dans ce pays depuis plusieurs années. Le rôle des journalistes est essentiel. D'ailleurs, les Kanaks, les dirigeants du FNLKS, c'était un des grands dadas de Chibaous. Il pensait que les journalistes français étaient un de ses meilleurs boucliers quant à la restitution de la vérité des choses. Il avait besoin de ce haut-parleur des journalistes français, parce que un Kanak qui dit quelque chose, c'est pas vraiment pris au sérieux. Si c'est un journaliste de télévision, ça a déjà un peu plus de force. Donc les journalistes étaient particulièrement bien accueillis par les Kanaks, qui sentaient que les journalistes français avaient un pouvoir de témoignage qui était important pour leur propre survie, pour leur propre bataille. Alors, après donc, le drame d'Ouvéa, après les accords de Matignon, vous écrivez le livre Le dossier calédonien, un des premiers livres qui témoigne sur cette situation à cette époque. Alors, est-ce que c'était une nécessité pour vous d'écrire ce livre à cette époque-là, pour le public français, qui avait suivi les événements de Nouvéa? Oui, nécessité, ça, pour moi, oui. Pour le public, je ne suis pas sûr. Ça serait bien... Mais pour vous, oui, alors? Pour moi, oui. Pour moi, j'avais envie de retranscrire de manière... c'est pas un roman, hein, c'est un livre à la fois je ne parle pas de moi là-dedans, de mon expérience propre.
de ma perception propre. J'ai essayé de faire un ouvrage qui présente le dossier de la question et qui donne des premiers éléments de réponse pour traiter convenablement ce dossier. Alors, je ne dis pas que la vérité pour sortir du drame calédonien est dans ce livre, mais j'essaie de resituer ça par rapport à l'histoire, par rapport à la situation et la situation présente. J'essaie de faire le tour de toutes les questions telles qu'elles se posent aujourd'hui et les réponses politiques qu'on doit y opérer. C'est un ouvrage qui interpelle le peuple français, et à travers le peuple français, le gouvernement ou les gouvernements français, les pouvoirs publics, quant à ce qu'on doit faire par rapport à ce petit peuple perdu du Pacifique. Alors votre préoccupation est quand même la décolonisation. Vous mettez en introduction une citation du général de Gaulle dans son discours de Brazzaville, d'une part, et d'autre part un extrait de légende kanak ou de chanson kanak rapporté par Louise Michel. Bon, le général de Gaulle, c'est l'exemple même de la décolonisation française. Qu'est-ce à dire de le mettre comme ça au début du livre? C'est un peu un clin d'œil. C'est un peu un clin d'œil parce qu'effectivement, le général de Gaulle, quoi qu'on en pense par ailleurs, sur un tas de plans, historiquement, a été l'homme qui a initié la décolonisation de l'Empire français, de l'Empire colonial français. Ça, c'est très très clair du point de vue de l'histoire. Ses héritiers, tant en France qu'en Nouvelle-Calédonie, sont ceux qui précisément résistent le plus, freinent le plus à la décolonisation de ce territoire. Alors c'est un peu un paradoxe de l'histoire, les choses changent, les hommes évoluent. J'ai mis cette citation un peu en clin d'œil. Alors vous posez plusieurs questions, enfin vous essayez de répondre à plusieurs questions, et je vois celle-ci par exemple, les Caldoches sont-ils des colons? Alors est-ce que les Caldoches sont des colons? Oui, il faut poser le problème parce que c'est tellement compliqué la vision qu'on a des choses. C'est-à-dire que la thèse officielle, c'est de dire ce pays, s'il n'y avait pas eu les colons caldoches, l'arrivée des caldoches, ça serait un territoire de sauvages où les gens des tribus n'arrêteraient pas de se faire la guerre et de se dévorer entre elles, puisqu'il y avait des traditions coutumières anthropophages il y a très longtemps. Bon, c'est un peu cette perception qu'on a des choses. Là, c'est la vieille perception des choses de l'Occident qui apporte la civilisation au peuple sauvage, aux barbares. Alors donc il fallait... c'est la question, puisque la question se pose, autant essayer d'y répondre. J'ai essayé de procéder comme ça du point de vue méthode, de poser les questions que tout le monde peut se poser parce que c'est les questions qu'il y a dans l'air, dans les idées générales, les idées reçues. Essayer d'y répondre pour montrer que précisément les Caldoches, sur cette question-là, les Caldoches sont réellement des colons, historiquement, sont venus, qu'il y a eu une appropriation d'une terre qui ne nous appartenait pas, qu'il y a eu dépossession, spoliation de territoires entiers, de tribus kanak, au profit de colons ruraux français, d'origine française, que les Kanaks ont été repoussés dans des réserves. Bon, c'est l'histoire des Indiens d'Amérique, hein, c'est grosso modo pareil. C'est l'histoire de toutes les colonisations, avec toute la sauvagerie afférente, qui n'est pas enseignée dans le manuel d'histoire, évidemment, qu'on connaît mal. Mais il y a eu des révoltes Kanaks dans l'histoire qui ont fait des milliers de morts, des milliers de déportés. Des répressions terribles sur un petit peuple. Ils sont passés ni vus ni connus dans l'histoire. Personne n'en a jamais parlé. On est en train de redécouvrir ça aujourd'hui. Parce que les Kanaks se révoltent à nouveau, on se penche sur leur histoire, on se dit, c'est pas la première fois qu'ils se révoltent, c'est pas la première fois qu'ils sont des morts. Voilà quand même un petit peuple, c'est terrible, c'est tragique. Un petit peuple ils sont 80 000, même pas, entre 70 et 80 000, c'était rien, une poussière. Dans le monde de 5 milliards d'habitants, qui a subi de plein fouet une colonisation, qui a résisté culturellement, et dont les leaders, les cadres politiques, les leaders culturels sont assassinés les uns après les autres. À l'Union calédonienne, depuis 10 ans,
tous les secrétaires généraux ont été assassinés. Pierre Declercq, Éloi Machoro, Jean-Marie Tjibaou, Yewene, tous ils y passent. Ils y passent à quand le prochain. Ils ne sont pas morts dans leur lit, ils sont morts de mort violente, dans des circonstances différentes, mais qui ont tout à voir avec la situation de ce pays-là, avec les causes profondes. C'est une histoire totalement tragique d'un petit peuple qui n'est rien, qui n'a aucune puissance, ni économique, ni politique, dont la culture n'est pas connue, qui se retrouve confronté à une des principales puissances mondiales, la France, pas rien, ils sont pas suicidaires, ils savent très bien, ils n'ont jamais engagé de guérilla, de lutte armée. Ils savent très bien que contre l'armée française, ils se feraient écraser. En plus, ils ne sont pas particulièrement violents, ils n'ont pas cette mythologie guérillériste dans la tête. Donc ils sont dans une espèce de rapport de force permanent, de mobilisation, de négociation, ils prennent un truc, ils essaient d'avancer, c'est terrible. Si le peuple français ne décide pas de lui-même d'accorder, de restituer la souveraineté à ce peuple dont on a volé cette souveraineté il y a un peu plus d'un siècle, je vois mal comment les choses pourront se dérouler. Ils ne l'arracheront pas à la force du fusil, c'est pas l'Algérie. C'est pas 1 million de pieds noirs contre 9 millions de musulmans. Il y avait une majorité musulmane, il y avait un peuple, il y avait une... Là-bas, ils sont tout seuls, isolés, très peu nombreux. C'est terrible. Pourtant, c'est leur problème, c'est leur obsession. Et là, alors, vous posez une autre question, parce que, bon, on veut bien reconnaître qu'il y a eu acte de colonisation, mais une des questions que vous posez aussi, peut-on encore parler de réalité coloniale? Parce que, pratiquement, la Nouvelle-Calédonie n'est plus considérée comme une colonie. Ah non, ça fait partie de la France. Les Kanaks ont le droit de vote, depuis peu de temps d'ailleurs, depuis relativement peu de temps. Mais ils ont le droit de vote. Ils ont les mêmes droits, en théorie, que les citoyens français. C'est aussi une des idées reçues que j'ai voulu traiter, c'est que peut-être, ce qu'on me dit comme ça dans la rue, au Café du Commerce, peut-être qu'il y a eu colonisation dans le temps, oui, on leur a piqué leurs terres, oui, on les a mis dans des réserves, etc. Bon, mais grosso modo, c'était pour leur bien, et puis maintenant, c'est plus comme ça. Ils ont le droit de vote, ils peuvent travailler, ils ont droit au même système de santé que nous, ils peuvent ouvrir la télévision, enfin bon, ils paraissent pareils. Alors, il n'y a plus de problème. Eh bien si, il y a encore problème, parce que il y a toujours problème, toujours le même problème, à savoir que le pouvoir politique, économique, culturel, social, est toujours tenu est entre les mains de la minorité coloniale actuelle, puisqu'on dit que cette situation existe toujours et elle peut se concrétiser comment? À l'école, vous avez parlé aussi on a parlé de la presse longuement, mais l'école, la justice, la police, les prisons, la répression, ça s'exerce comme ça aussi, même dans les faits divers? Absolument. Bon, je sais pas, l'exemple le plus spectaculaire qui s'est produit il y a 2 ans encore, c'est l'affaire du procès de Yengen, de l'assassinat, que tout le monde sait, ce qui est prouvé, d'une dizaine de Kanaks par des habitants de Yengen d'origine européenne et métissée en même temps, à l'évidence manipulés, qui ont assassiné de sang-froid dans des conditions épouvantables une dizaine de Kanaks, dont 2 frères de Jean-Marie Tjibaou. Ces gens-là sont arrêtés quand même, assassinat. Ils reconnaissent les faits. Ils passent un procès à Nouméa, il y a 2 ans, à peine 2 ans, et ils sont libérés immédiatement après le procès. Aucune charge n'est retenue contre eux. C'est-à-dire que je crois que c'est ce qu'a dit Jean-Marie Tjibaou à la sortie du procès, maintenant on sait qu'on peut tuer sans difficulté, qu'un blanc peut tuer sans difficulté un noir. Au niveau même des formes, les choses ne sont pas respectées. Ils n'ont même pas eu de la prison avec sursis.
c'est de la légitime défense. C'est ce que signifie ce terme-là. Le fait qu'ils existent, ces Kanaks, nécessite qu'on les tue, dans la mesure où on les voit quand ils se manifestent un peu trop. Voilà, quel meilleur exemple, un meurtre de 10 personnes, on libère, on exauce le geste. Alors moi, c'est pas pour les condamnations à mort ou des choses comme ça, je sais pas, je constate simplement le résultat. Comment voulez-vous qu'un jeune Kanak, aujourd'hui, au fin fond de sa tribu, interprète les choses? Sinon qu'il est un sous-homme, qu'il est en permanence en but à un pouvoir qui ne cherche qu'une chose, c'est le mettre en cause. Je vais prendre un deuxième exemple, parce que je peux tenir de grands discours sur le pourquoi économiquement c'est un pays colonisé, les transferts financiers, etc., sur les institutions, sur machin. Bon, ça reste des choses relativement abstraites, même si c'est la réalité. Mais les choses de la vie quotidienne sont plus explicatives souvent. Un exemple tout récent, qui est en train de se dérouler, au jour où on parle aujourd'hui, dans un lycée de Nouméa, un des principaux lycées. En novembre 1990. Aujourd'hui, on est en novembre 1990. Deux élèves qui ont 14-15 ans ont été punis parce qu'ils ont sans doute fait une bêtise quelconque sur le plan de la discipline de l'établissement, une petite bêtise. Ont été punis. Bon, c'est pas le problème, ils sont punis. Quelle punition le proviseur leur a donnée? Nettoyer les toilettes, nettoyer les chiottes, comme on dit à l'armée. Aujourd'hui, dans un collège. Ils n'ont pas été collés, ils n'ont pas eu des devoirs, des lignes à recopier ou je ne sais quoi. Nettoyer les water. Deux jeunes Kanaks. On ne fait plus ça. Enfin, imaginez vos enfants, quoi qu'ils aient fait, à qui on donne cette punition qui est humiliante. Comme par hasard, ça tombe sur deux élèves Kanaks. Alors, qu'est-ce qui se passe? Aussitôt, ça prend un tour politique en Nouvelle-Calédonie. Ça ne passe pas comme ça, inaperçu. Les deux élèves, qu'est-ce qu'ils se font? Ils se mettent en grève de la faim. Tous les deux, à 15 ans. Ils publient un communiqué comme quoi ça montre bien le racisme et tout, avec leur langage à eux. Ils sont relayés par d'autres élèves Kanaks, d'autres collèges, d'autres établissements. Le FNLKS monte en première ligne en disant c'est inadmissible, évidemment. Le RPCR de son côté dit non, nous on défend la direction du lycée, c'est normal. Et on a là, sur un fait quotidien, punition d'élèves dans un collège, dans un lycée, tout le concentré de la situation coloniale. Le gros problème aujourd'hui, c'est que les colonisés, les Kanaks, ne se laissent plus faire. Même les mômes de 14-15 ans, ils préfèrent ils se mettent en grève de la faim, ils ne vont pas nettoyer les chiottes. Voilà la situation. Donc on est toujours à la ligne, comme la situation reste coloniale, dans les comportements, dans la structure des choses, la structure, l'organisation sociale, l'organisation économique, l'organisation institutionnelle, mais dans les comportements des individus, comme tout ça demeure, malgré les efforts qui ont été faits dans le cadre des accords de Matignon, les efforts de l'État français, de l'administration française. Bon, au fond, la racine des choses, les éléments conflictuels, plus que conflictuels, de conflagration, demeurent. Et ça peut exploser sur n'importe quoi. Parce que la situation reste coloniale, reste fondamentalement coloniale. Alors justement, certains disent aussi, en ce qui concerne l'indépendance, si on donne l'indépendance, elle ne sera pas viable, comme on le dit en général pour les pays à qui on ne veut pas donner l'indépendance, bien sûr. Est-ce que vous vous êtes penché sur cette question de l'indépendance? Oui, bien sûr. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que c'est un petit pays et précisément tout l'objectif de la colonisation, c'est de rendre les pays non viables, les rendre totalement dépendants de la métropole, du centre colonisateur. Donc toute la politique économique qui a été suivie en Nouvelle-Calédonie est une politique basée sur les transferts, sur l'import-export, sur le commerce et non pas sur la production de richesses. Tout a été fait au contraire pour décourager les productions locales, à part le nickel.
à part le nickel, qui est la ressource minière principale source de devises. On exporte ça chez les Japonais, et en France évidemment, mais le nickel n'appartient pas aux Kanaks. Appartient soit à des mineurs privés qui sont les 5 ou 6 grandes familles caldoches, soit à la société Le Nickel, qui aujourd'hui est nationalisée. Auparavant, elle appartenait à la banque Rothschild. Donc, actuellement, on décréterait aujourd'hui la Nouvelle-Calédonie est indépendante, c'est absolument, et on coupe tous les ponts avec les métropoles. C'est un pays qui n'a rien. Exemple. Toujours pareil, j'essaie de prendre des exemples concrets. C'est un pays qui regorge d'eau. Formidable paysage avec des cascades partout. C'est un pays de montagne, donc c'est un pays humide, de climat tropical, donc il y a de l'eau. Il y a de l'eau qui naissent des sources formidables. Pas polluée. On importe l'eau en bouteille d'Évian, de Contrexéville, de métropole. Qui se vendent à des prix fous là-bas, parce qu'il faut la faire venir et tout. Il n'y a pas une seule petite usine d'embouteillage local qui exploite. C'est rien du tout du point de vue technologique, à faire une usine de mise en bouteille d'eau. Il y a quelqu'un qui a essayé en Calédonie, je ne suis pas le seul à y avoir pensé évidemment, qui a essayé de faire ça. Il a été aussitôt tout de suite découragé. Par qui? Par l'oligarchie de ces grandes familles. Par ces grandes familles qui tiennent l'import-export et la distribution dans les grandes surfaces, y compris dans les petits magasins de brousse, et qui prennent des taxes sur l'eau qui rentre, et qui la revendent plus cher, etc. Donc ils ne veulent pas qu'il y ait une concurrence locale des produits, donc une mise en valeur du pays. Bon, alors donc, de ce point de vue-là, c'est pas viable. Mais en soi, globalement, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas moins viable qu'autre chose. C'est un pays qui n'est ni très riche, ni très pauvre, qui peut à l'évidence nourrir sa population, même si toutes les terres ne sont pas très, très cultivables. La mer autour est poissonneuse, les élevages sont possibles dans les grandes plaines de l'Ouest, il y a des richesses minérales, il y a des cours d'eau pour faire de l'électricité. Bon, à un niveau de développement modeste, c'est un pays qui peut tout à fait s'en sortir. C'est un micro-État, mais il y en a des tas de micro-États, y compris dans la région. Ce qu'on donne comme argument contre l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, il faudrait le donner aux Anglais ou aux Américains qui ont accordé l'indépendance à d'autres pays comparables dans cette région du monde. La Calédonie reste la seule île dans cette région du monde, sous pavillon étranger, si j'ose dire, sous pavillon français. Toutes les autres îles du même type, avec le même type de population, et le même type de pays sont indépendants. Et vivent, ma foi, vivent, avec leurs problèmes. Évidemment qu'ils auront des problèmes. Mais à la limite, je ne vois pas, si vous voulez, l'argument de fond, c'est de dire, c'est pas notre problème à nous, à Paris, de dire si c'est viable ou si c'est pas viable, de parler, c'est les Kanaks qui veulent ça, c'est légitime ou pas? C'est à cette question-là qu'il faut répondre. Si c'est légitime, c'est leur problème de rendre viable. Et puis entre nous, rien n'empêche qu'il y ait des relations économiques avec la France. Bon, je ne vois pas pourquoi un certain nombre de choses ne pourraient pas continuer. Mais c'est toujours le même problème. Oui ou non, est-ce qu'il est légitime de penser que les Kanaks sont propriétaires de leurs terres, de leur histoire et de leur richesse? Alors il y a un autre phénomène qui inquiète les Européens qui sont là-bas, c'est le fait de devoir partir, c'est-à-dire c'est le modèle algérien, le fait de devoir partir... La valise ou le cercueil. Où il y aura l'indépendance. Est-ce qu'il y a une véritable peur chez les Européens? Oui, ça c'est incontestable. De toute façon, le fond du problème, il est peut-être là, il est peut-être dans la peur. Depuis plus d'un siècle, les Européens ont peur des Kanaks. Cette peur, elle provient sans doute de tout un tas de raisons compliquées. Je crois que c'est la peur de l'homme blanc pour l'homme noir, la peur de l'étrangeté, de l'autre qui est différent. C'est la peur d'une culture qu'on ne comprend pas, avec sa manière d'être, ses symboles, ses rites, qui ne sont pas les mêmes que les nôtres.
C'est la peur d'un comportement différent, d'une langue différente, de représentations picturales, d'objets différentes. C'est la peur. C'est la peur qui repose finalement, je crois que le Caldoche profond, il sent bien qu'il n'est pas d'ici, qu'il n'est pas de ce pays-là, même s'il est né sur ce territoire, qu'il a été transporté là. Pour beaucoup d'ailleurs, ce sont des anciens forçats, ou des descendants d'anciens. Maintenant, ce ne sont que des descendants d'anciens forçats. Des aventuriers perdus sur ces îles, des pauvres gens la plupart du temps, des pauvres bougres, des paysans qu'on a fait venir parce que la terre bretonne ne nourrissait plus son homme, on les a fait venir là-bas pour planter du café. Ils n'y sont pas parvenus d'ailleurs. Ils sont peut-être encore plus pauvres là-bas, pour cette catégorie de Caldoche-là, de brousse, que s'ils étaient restés en Bretagne ou dans le Massif central. Donc ça crée une peur, un sentiment de ne pas être chez soi finalement. Donc d'autant plus de violence et d'affirmation que cette terre nous appartient et qu'on y restera parce qu'on y a beaucoup travaillé et tout. Bon. Alors ils ont peur. Et puis ils ont peur de ces Kanaks avec leurs barbes, leurs grands cheveux, quand ils se révoltent, quand ils brandissent leur hache ostensoir ou leur casse-tête. Bon, il y a toute une imagerie qui défile. Ça, et c'est vrai qu'il peut y avoir des problèmes. Il peut y avoir des problèmes, bien que, quand on regarde l'histoire, on a beaucoup parlé de Machoro, par exemple, la violence de Machoro à Thio quand il avait occupé. Ça n'a pas été une occupation tendre, c'est vrai. Il a brisé une urne. Il a fait exprès, c'est un symbole. Pas le symbole de briser la démocratie, le symbole de briser cette démocratie, ce type de démocratie qui leur était imposé, qui en fait pour eux était une oppression. C'était une image médiatique qu'il donnait au reste du monde. Il avait convoqué tous les photographes. Pas fou. Il savait très bien la force de cette image. Mais quand il a occupé Thio, pendant un mois, en gros, il n'y a pas eu un mort. Pas eu un mort. C'est rare. Bon. Dans la mesure où il y a une organisation politique, le FNLKS, qui canalise l'aspiration à l'indépendance et qui est reconnue par l'ensemble de la population, les débordements, les violences, les bavures, souvent inévitables dans ce type de processus, sont là extrêmement restreintes. Alors, la peur, oui, la peur, parce que la situation est explosive, et les gens sur place, au fond d'eux-mêmes, le Caldoche au fond d'eux-mêmes, au fond d'un bar, quand il a bien bu et tout ça, il le sait bien qu'il devra un jour ou l'autre faire son deuil de ce pouvoir, qu'il faudra bien négocier. Jamais les Kanaks ont dit c'est le cercueil ou la valise. Ça n'a jamais fait partie de leur vocabulaire et de leur slogan. Ils ont toujours dit reconnaissez-nous pour qu'on vous reconnaisse. Si vous nous reconnaissez, on négocie. Et dans les accords qui avaient été passés, avec, je le rappelle pour l'histoire, ça, avec Pisani, les colons ruraux qui ont des terres sur lesquelles étaient les clans Kanaks auparavant, les Kanaks, qu'est-ce qu'ils demandaient? Ils demandaient qu'on reconnaisse que la propriété historique de ces terres, c'est eux. En plus, c'est important pour eux la terre. L'homme appartient à la terre et ce n'est pas la terre qui appartient à l'homme dans cette civilisation. C'est les ancêtres qui ont été enterrés là. Il y a un rapport sacré à la terre, différent du nôtre. Nous, on a un rapport d'usufruit à la terre. Bon, c'est notre civilisation. Ils acceptaient, dans la mesure où il y avait cette reconnaissance, ils acceptaient de laisser les terres à ceux qui les exploitaient, donc à ces colons, pendant 99 ans. 99 ans, ça donne le temps de voir venir. Donc il n'y avait pas péril en la matière. Moi, je me souviens, anecdote, mais très révélatrice, dans mon premier tour de Calédonie, je me suis arrêté un jour dans une petite cité, petite commune, plus exactement, de quelques maisons, de la côte Est, à Point-d'Imier. Et il y avait là, tout petit restaurant tenu par une Européenne. Un des derniers qui restait sur cette côte, je crois le dernier, le seul, à cette époque-là. Et j'ai discuté avec elle, bien sûr. Je lui ai dit pourquoi, comment ça se fait que vous êtes resté là, blanche au milieu de cette commune noire, la côte Est étant à 99% Kanak. Elle me dit, écoutez, c'est tout simple, on était dans une vallée, un chaîne de montagne juste derrière, une dizaine de colons, puis un jour, on avait nos maisons installées là, et puis nos champs,
Un jour, les clans Kanak nous ont écrit, pris la peine de leur écrire, en leur disant à tous, vous êtes sur une terre qui ne vous appartient pas. Il va falloir nous la rendre, c'est la nôtre. Il faut qu'on parle. La réponse des colons, ça a été de dire, si j'en vois un qui vient dans mon champ, je sors mon fusil et je le tire dessus. Résultat, toutes les maisons ont brûlé. Sauf la maison de cette femme qui a accepté de discuter. Et qui est toujours là. Parce qu'elle a accepté de négocier. Elle a accepté de négocier, donc les choses peuvent s'arranger en parlant. Dans la mesure où il y a reconnaissance de l'autre. Voilà pour ce qui est de la peur, je crois. Et alors justement, cette décolonisation qui pourrait se passer dans de bonnes conditions, est-ce que vous avez l'impression qu'après les accords de Matignon, elle est en marche, cette décolonisation? Est-ce qu'il y a une volonté de décolonisation? Je dirais pas ça. Je dirais qu'il y a une volonté de justice, de plus grande justice, tant de la part du président de la République que du Premier ministre actuel. On est en novembre 90, c'est toujours Michel Rocard, parce qu'on ne sait jamais comment ça peut se passer. Je crois qu'il y a une vraie volonté d'équité qui sont profondément heurtés par la situation coloniale. D'ailleurs, Mitterrand l'a décrit lui-même dans sa lettre à tous les Français. Bon, il y a des discours, il y a des mots qui sont justes de ce point de vue-là. Mais du point de vue de l'orientation politique, je ne pense pas qu'il y ait cette volonté politique d'accorder, de rendre, de restituer cette souveraineté. Je pense qu'il y a toujours la volonté politique que les choses se passent dans le cadre de la République, en donnant plus de pouvoir aux Kanaks, en essayant de les intégrer, de les insérer dans le jeu économique, en leur donnant plus de pouvoir, en faisant des efforts vis-à-vis de cette communauté, c'est le cas depuis les accords de Matignon, de rééquilibrage, mais une démarche qui ne va pas jusqu'au bout, à savoir la restitution de la souveraineté, qui bute toujours sur ce blocage-là. Donc espérer une assimilation des Kanaks au peuple français. Le peuple kanak étant sans doute dans leur esprit une composante du peuple français. Ce qui m'apparaît être un aveuglement total par rapport à l'histoire et par rapport à la réalité des choses. Pourquoi? Parce que quelle analyse vous faites, vous, alors, actuellement, de la situation en Nouvelle-Calédonie? Mon analyse est que les Kanaks font comme ils ont toujours fait. Après Ouvéa, puis après l'assassinat de Tshibahou et Yévouné, qui n'a pas simplifié les choses, loin de là, qui a laissé un trou énorme dans cette communauté, ces deux hommes-là, surtout Jean-Marie, étaient la personnalisation de cette culture et de ce peuple, et de cette lutte, et de cette histoire, etc. Bon. Après le traumatisme d'Ouvéa, cette vingtaine de jeunes qui sont morts dans des conditions, pour beaucoup d'entre eux, assassinés par l'armée française, de sang-froid, une balle dans la tête, alors qu'ils n'avaient pas touché un cheveu aux otages dans la grotte. Histoire tragique dans une petite île, les exactions de l'armée française, la torture, les interrogatoires, qui a beaucoup pesé sur la conscience de cette île d'Ouvéa et dans l'ensemble de la communauté kanak. Ils ont senti qu'ils ne pouvaient pas aller plus loin. Aller plus loin, ça signifiait mourir encore. Du sang, toujours de la souffrance. Et moi, j'ai vu à cette époque-là Tshibahou, qui ne pouvait plus supporter personnellement cette souffrance, qui ne pouvait plus. Donc, le rapport de force était celui-ci. Ils sont venus à Matignon, ils ont pris ce qu'on leur a donné, ce qu'ils pouvaient avoir en fonction de ce rapport de force. Ils ne pouvaient pas avoir l'indépendance là-dessus. Ils ne pouvaient avoir que des avantages, un rééquilibrage, etc. Ils ont signé, avec la promesse dans 10 ans d'un référendum d'autodétermination et un changement du corps électoral qui peut leur permettre d'avoir un espoir quant à un vote majoritaire pour l'indépendance. Un espoir, c'est pas fait, loin de là. Donc, on est arrivé à... C'est un compromis qui a été passé. C'est un compromis provisoire, instable, conflictuel, qui se déroule plutôt bien en ce moment, plutôt bien. Il y a eu en plus la déstabilisation de la communauté kanak après l'assassinat de Tshibahou, qui a
traumatiser encore un peu plus ce peuple-là. On pouvait d'ailleurs légitimement poser la question, après l'assassinat de Tjibaou, c'est la question que j'avais posée moi dans le journal auquel j'appartenais à cette époque-là, les Kanaks sont-ils foutus? Oui, un titre de politisme. Ouais. On pouvait vraiment poser cette question-là, parce que quand on a un leader de cette qualité-là dans un si petit peuple, qu'il est assassiné par un Kanak, compliqué, dans une cérémonie coutumière, et pas par n'importe quel Kanak, bon, c'est une histoire extrêmement compliquée, dramatique, qui est le produit d'UVA directement de l'affaire de la grotte. Donc, quelque part, le produit de cette situation coloniale. Vraiment, on se pose la question, vont-ils trouver les ressources en eux-mêmes pour repartir encore à l'assaut de ce grand pays qu'est la France, de ces 60 millions d'habitants, de cette armée, de cette bombe atomique, de cette technologie, de tout ça, eux qui sont 70 000. Bon, on peut vraiment se poser la question. C'est déjà arrivé dans l'histoire, ils ont failli se laisser mourir. Ils ont failli se laisser mourir. Un ethnologue vous l'expliquera mieux que moi. Mais c'est une histoire extrêmement tragique, pathétique, qui, quand on a vécu là-bas, quand on y est allé, évidemment, on ne peut plus laisser tomber. On se sent quelque part redevable. Il faut faire quelque chose pour ça. Non pas par esprit missionnaire ou je ne sais quoi, mais pas en tant qu'homme. On ne peut pas laisser traiter des frères humains de cet acabit-là, en plus, avec leur culture qui est formidable. Quand on est français, on a des responsabilités, parce que c'est nous qui les avons tués, réprimés, opprimés, tout ce qu'on veut. Donc on se sent responsable, quoi, quelque part. On ne peut pas s'en laver les mains. Donc on choisit son camp. Alors l'opinion publique devrait être responsable, mais pour l'instant, le gouvernement donne plutôt une impression de vouloir jouer les arbitres dans ce conflit entre Européens installés là-bas et Kanaks. Est-ce que c'est Non, moi je crois que c'est ça le problème. Tant que l'État français, la République française, avec ses valeurs, avec son corps de doctrine, ce qu'elle est, son identité. On est en République, fondée sur une constitution, avec une devise, la liberté, l'égalité, la fraternité, n'est-ce pas? Tant qu'on n'appliquera pas à la Nouvelle-Calédonie un véritable droit à l'autodétermination, c'est-à-dire en donnant aux Kanaks le droit d'être Kanak, tout simplement. On aura beau faire tout ce qu'on voudra, avec la meilleure volonté du monde, donner plus d'argent, essayer d'implanter des activités économiques, ouvrir des musées, sortir des livres sur la culture kanak, etc., etc. Toutes bonnes choses, toutes choses dont je me félicite. Et je suis pour, vraiment, y compris on fasse à petits pas des choses comme ça. Mais tant qu'on n'aura pas eu le courage politique de trancher sur le fond, de dire, courage politique que seul Edgar Pisani avait eu. C'était le seul à dire, après avoir observé sur place comment la situation, et avoir beaucoup discuté avec les parties prenantes, était de dire, bon, pour commencer à traiter le problème, il faut faire un acte politique, reconnaître la souveraineté kanak sur cette terre. L'indépendance, association. Oui, vous avez le droit d'être indépendant. Il y a des difficultés, c'est compliqué, c'est un héritage de l'histoire, donc en association avec la France. Et les Kanaks étaient pour l'association avec la France, ils n'ont jamais été contre. Ils ne refusent pas du tout la culture française, comme je le disais tout à l'heure. Donc c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Alors l'État, c'est quelque chose de froid, dont on n'arrive pas à déterminer qui est responsable. C'est aux élus du peuple. On a élu un président de la République au suffrage universel, sur des bases humanistes, disons. Si on a élu Mitterrand, c'est parce que on avait plutôt peur de ce que représentait Chirac, de ce qui pousse derrière. Voilà, c'est à ces gens-là de prendre leurs responsabilités et de trouver un système qui permette aux Kanaks de retrouver leur pays et leur identité, et aux Caldoches et aux autres populations là-bas de pouvoir rester sur place, dans une entente sociale
corrects, avec des statuts normaux. Il s'agit de ne chasser personne. Il ne s'agit pas que l'histoire se venge. Je crois que ça serait une mauvaise politique de ce point de vue-là. Et ça, c'est possible. C'est possible parce que les Kanaks sont pour. Les Kanaks ne se sont jamais montrés, comme je le disais tout à l'heure, la valise ou le cercueil, jamais. C'est pas leur truc. On dit, si vous voulez rester, restez. Restez. Mais avec nous. Avec nous. Nous, on est là. Nous, on est là. Vous pouvez venir avec nous, à condition que vous reconnaissiez qu'on est là. C'est un problème qui renvoie à la nature humaine, je crois, fondamentalement, de pouvoir de l'homme sur l'autre, d'un homme sur un autre. Tant que l'homme n'accepte pas que celui qui est en face de lui est son égal, on est dans une situation de conflit et on peut se tuer. On a toutes les bonnes raisons de s'étriper. Alors je ne suis ni pessimiste ni optimiste, je ne sais pas très concrètement comment ça peut tourner. La seule chose sur laquelle je suis convaincu, c'est que la revendication d'identité nationale est incontournable. On n'arrivera pas à assimiler les Kanaks. On n'arrivera pas à faire des Kanaks des petits Gaulois normaux. C'est pas possible. L'histoire est là. L'histoire, et en plus, c'est très forte là-bas, pèse énormément dans la tête de ce peuple-là. Ça, on n'y arrivera pas. Comment les Kanaks réagiront dans les années qui viennent? Violemment ou pas? Je ne sais pas. Seuls eux le savent. Je crois qu'ils ne le savent pas encore. C'est des maturations très longues dans les têtes. Il faut qu'ils arrivent au consensus sur les choses. Moi, j'étais très frappé, je vais vous donner encore un exemple personnel, avant le déclenchement d'Ouvéa, de la prise d'otage de la grotte, qui s'est déroulée entre les deux tours de l'élection présidentielle. Jean-Marie Tjibaou était venu à Paris 2 mois avant, avait rencontré tous les responsables politiques français, et avait fait savoir à qui voulait l'entendre, que ça n'allait pas aller, qu'il allait y avoir des problèmes. Moi, il m'avait dit, cette fois, on risque de tuer. Et ça va se déclencher pendant l'élection présidentielle. Personne ne l'a pris au sérieux. Moi, j'ai demandé à Jean-Marie d'écrire, dans Politis, à cette époque-là, une lettre ouverte à François Mitterrand, candidat à la présidence de la République. Puisqu'il était président de la République, mais était candidat à nouveau. Jean-Marie l'a fait. Il lui a écrit une lettre personnelle, que nous avons publiée, sur le thème « Monsieur le Président, il faut faire quelque chose, sinon ça va très mal aller. On ne peut plus, c'était le statut Pons à cette époque-là, nous sommes niés en tant que peuple, nous allons nous révolter. Et il va y avoir du sang, et il va y avoir des morts. Personne ne les a pris au sérieux. Personne ne les a pris au sérieux. Entre les deux tours de l'élection présidentielle, on ouvre la radio et on apprend la prise d'otage, etc. Le déchaînement absolu, ensuite. Le deuxième tour de l'élection présidentielle s'est passé, on a fait voter les gens avec le sang d'Ouvéa. Alors, ces maturations sont longues dans la culture kanak. Je ne sais pas ce qu'ils vont décider. Je ne sais pas quel bilan ils vont tirer des accords de Matignon. C'est trop tôt encore pour le dire. Ils se sont donné rendez-vous en gros en 92. Ils se donnent jusqu'à 92 pour voir comment vont les choses. À partir de 92, tout peut arriver. Ça peut continuer, le processus peut continuer jusqu'au référendum d'autodétermination de 98, ou bien il peut y avoir à nouveau le territoire mis à feu et à sang. C'est tout à fait possible. D'autant plus que la jeunesse kanak commence à être sérieusement impatiente. Même s'ils n'ont pas le même sens du temps que nous, ils commencent à en avoir un peu ras-le-bol des discours, et on renvoie à 10 ans l'indépendance, et là c'est le énième statut qui va rentrer. Bon, ils peuvent, avec toute la force et la vigueur de leur jeunesse, déborder très largement les traditionnelles manifestations kanak. Et ça peut faire mal. Et ça peut faire mal parce que les Kanaks n'ont jamais été terroristes.
n'ont jamais utilisé de moyens terroristes. Il n'y aurait rien de plus facile. Faire sauter une bombe dans un grand magasin de Nouméa ou d'un cinéma, et puis le lendemain, la moitié de la population blanche, elle prend le bateau et l'avion parce qu'elle a peur. Ça, ils font pas. Ça, ils font pas. C'est pas leur stratégie politique. Mais allez savoir, à force de désespoir, c'est des choses qui peuvent se produire. Je ne veux pas prêcher là le drame, je n'en sais rien moi-même. Je sais seulement que quand on pousse un peuple et des hommes à l'ultime désespoir, les plus grandes catastrophes sont envisageables. Le rôle des politiques, c'est de prévoir ces choses-là et d'essayer de les empêcher en traitant correctement le fond du dossier. Alors vous, justement, en tant que journaliste, est-ce que vous vous sentez investi maintenant d'une mission, tant que ce problème, tant que ce dossier reste en suspens? Enfin, est-ce que vous sentez d'abord très attiré par ce dossier bon, vous l'avez prouvé en écrivant, en dirigeant la rédaction de Politis, ensuite en écrivant ce livre, en dirigeant ce quotidien en Nouvelle-Calédonie. Mais maintenant, il reste encore des choses à faire. et comment vous voyez la possibilité de vous investir en tant que journaliste dans ce dossier? Oh ben, là, pour moi, c'est assez simple. Hein. Je sers de petit télégraphiste pour la cause kanak. Quand il y a des choses à faire à Paris pour eux, je le fais. Hein, des petits services, des choses, des informations à faire connaître, un petit travail de lobbying auprès des autorités, de certains milieux, bon, des petites choses comme ça. Je fais partie d'un comité qui réfléchit, qui essaie de monter des dossiers. Bon, je me tiens au courant et je me tiens mobilisé pour cette cause-là. C'est-à-dire, si on touche à nouveau un cheveu de leur tête, je redescendrai dans la rue. Ça n'aura pas grande efficacité, mais je ferai au moins ça. Sur le thème Patouche au Kanak, quoi. Patouche au Kanak, ça suffit. On les a assez. Ils ont assez souffert à cause de nous. Donc je reste mobilisé sur cette cause-là. Sur cette cause. Parce que je crois qu'elle en vaut la peine. C'est un pari fantastique qu'ils ont engagé, les Kanaks, en tant que petit peuple. Moi, je trouve admirable le fait qu'ils aient réussi à garder leurs racines culturelles, leur personnalité, leur identité, et à ne pas tomber dans les pièges de l'assimilation, à être des nègres blancs, quoi. Je trouve ça formidable. C'est un combat peut-être désespéré, les difficultés économiques, l'isolement, tout ça. On pourrait parler aussi de la nécessité pour la France de maintenir quelques confettis de son empire, en particulier dans cette région du monde où elle se livre à ses expériences atomiques, parce que si elle accorde l'indépendance à la Nouvelle-Calédonie, peut-être qu'il faudrait qu'elle l'accorde à la Polynésie. Or, c'est là que gît le symbole même de notre puissance militaire, notre seule puissance politique, puisqu'on n'est pas une grande puissance sur le plan économique, sur le plan démographique. Notre seule grande puissance, on arrive à rivaliser parce qu'on a une bombe atomique, quoi, en gros. Or, c'est là-bas qu'on l'a fait. On l'a fait pas en Corse, hein. On l'a fait à Mururoa, dans les atolls du Pacifique, avec d'ailleurs des conséquences considérables pour l'environnement. Bon, ça c'est un autre problème. Donc le gouvernement a peur la fameuse théorie des dominos chère à Kissinger. Si la Calédonie tombe en tant que territoire indépendant, ça ne coûterait pas cher à la France, hein, ça serait pas grave. Au contraire, ça le coûterait moins cher, parce que ce que coûte la Calédonie à la France, c'est considérable. Si je voulais employer des arguments poujadistes, je dirais aux Français, la Nouvelle-Calédonie, en transfert, les gens qui s'en foutent plein la poche, les caldoches, c'est considérable, c'est 4 à 5 milliards de francs par an, c'est-à-dire l'équivalent de l'impôt sur la fortune, de l'impôt de solidarité sur la fortune, ou l'équivalent de ce qui vient d'être donné comme plan d'urgence pour les lycées en France, pour refaire tous les lycées. Hein. C'est ce qu'on dépense toutes les années en Nouvelle-Calédonie. Bon, bref.
Donc c'est un problème de la puissance française, de cette idée de la puissance française, du drapeau français qui doit flotter encore aux quatre coins du monde. Théorie des dominos, si on lâche la Calédonie, il va falloir lâcher la Polynésie. Si on lâche la Polynésie, la bombe, il faudra lâcher aussi peut-être la Guyane. Là, c'est la fusée avec qu'on envoie tous les satellites et tout, Kourou. Tous les symboles de notre puissance, de notre nostalgie de grande puissance coloniale sont là. Et il y a ces 80 000 emmerdeurs kanaks qui sont là avec leur identité qui brouille les cartes, qui emmerdent tout le monde à vouloir être eux-mêmes. Et ils remettent en cause cet imaginaire national français, la puissance. Nous sommes encore une grande puissance, avec notre bombe, nos fusées, et nos possessions, petits drapeaux qui flottent sur les îles tropicales. C'est ça l'enjeu fondamental, c'est que la France, finalement, accepte de n'être qu'une puissance moyenne. Alors, est-ce que vous avez l'impression qu'il est plus, je dirais pas plus facile, mais plus nécessaire à un journaliste d'essayer de faire le travail ici en France, c'est-à-dire d'essayer d'informer, de sensibiliser l'opinion publique française, plutôt que le travail que vous avez fait en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire d'informer aussi, et en même temps de faire prendre conscience à l'opinion publique calédonienne. Où sont les enjeux aujourd'hui ? Non, moi, s'il fallait refaire un quotidien du type de ce que j'ai fait en Calédonie, c'est tout de suite. Hein. Mais la Calédonie, c'est pas mon pays. Moi, je veux bien, je suis allé là-bas, à la limite, je peux y retourner, donner un coup de main, faire quelque chose, etc. Mais si ce quotidien avait duré, si ce pays était devenu indépendant, ou était sur la voie de l'indépendance, moi, je passais la main. Je donnais ce journal à un Kanak, je rentrais en France. Moi, ma tribu, elle n'est pas du côté de Lifou, elle est du côté du Massif central. Bon, donc il n'y a pas de raison que je veux bien donner un coup de main, mais je suis passionné par cette culture, j'y reviendrai volontiers les voir, mais c'est pas la mienne. Donc je ne vais pas me faire plus Kanak que les Kanaks. Bon. Donc mon rôle, il est beaucoup plus ici, en France, dans un esprit d'ouverture à cette culture-là. Je dirais, dans un esprit de dette historique. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais je me sens, moi, personnellement, qui ne suis qu'un petit tartempion de rien du tout, je me sens redevable de ce qu'ont fait mes ancêtres là-bas. Qui ne sont pas mes ancêtres de ma famille, heureusement, mais mes concitoyens, mes ancêtres concitoyens, qui ont décimé ce peuple-là, qui ont essayé d'accomplir un véritable génocide. Hein, ça, je crois qu'on peut employer le mot. Donc, il y a une dette historique, là, quelque part. Je suis de ceux qui veulent la rembourser. On n'est pas très nombreux en France, je dois dire, à partager cet esprit-là, mais on existe. Mais on travaille, mais on est là. Et s'il se passe à nouveau des drames en Nouvelle-Calédonie, comme je le crains, on sera là pour faire le maximum de remparts. Je ne dis pas qu'on les évitera, mais au moins pour le faire savoir, au moins pour se bagarrer contre, au moins pour témoigner.